Je m'appelle Margaret Blake. J'ai 64 ans et je tiens ma petite boutique de fleurs dans l'Oregon depuis plus de 30 ans. J'ai toujours été là pour ma famille, les soutenant à chaque chapitre de leur vie. Alors, quand ma petite fille Jessica m'a invitée à son mariage, je me suis préparée pour ce jour avec soin et excitation, le cœur rempli de fierté. Mais la veille de la cérémonie, je suis tombée sur une conversation que je n'aurais jamais dû entendre. Jessica avait demandé au photographe de ne prendre aucune photo de moi, parce que je gâcherais l'esthétique. C'est à ce moment-là que j'ai agi, et je me suis assurée qu'il n'oublierait jamais ce jour. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Je suis très curieuse de savoir d'où vous venez. Je m'appelle Margaret Blake et à 64 ans, je me considérais comme une femme qui s'était bâtie une vie bonne et honnête. Je possédais une petite boutique de fleurs à la périphérie d'Eugene, dans l'Oregon, un lieu qui avait été à la fois mon gagne-pain et mon sanctuaire pendant plus de 3 décennies. Au fil des ans, ma boutique avait vu d'innombrables mariages, anniversaires, funérailles et commémorations. À chaque saison, à chaque changement, j'étais restée stable, comme le vieux chêne du parc près de la maison de mon enfance. Quand ma petite fille Jessica a annoncé qu'elle se mariait, mon cœur a gonflé de fierté. C'était comme l'un de ces moments où la boucle est bouclée, que l'on lit dans les romans, le genre de moment où la vie vous récompense discrètement pour toutes les années de travail acharné, de sacrifice et d'amour que vous avez déversé dans le monde. Jessica avait toujours été une fille brillante et déterminée, et même si elle vieillissait et que la distance entre nous s'élargissait, je voyais encore des éclairs de la petite fille qui s'asseyait au comptoir de ma boutique de fleurs, tissant de minuscules couronnes de gypsophile et riant de mes terribles blagues. L'invitation à son mariage est arrivée un jeudi après-midi, soigneusement glissée dans ma boîte, aux lettres, entre une facture d'eau et un prospectus pour une nouvelle épicerie. Je l'ai ouverte avec précaution, traçant les lettres en relief du bout des doigts, savourant la sensation. Ils avaient choisi un magnifique domaine viticole juste à l'extérieur de la ville, entouré de collines verdoyantes et d'arbres centenaires. Je pouvais déjà imaginer les photographies, les rires, le doux tintement des verres, sous un vaste ciel ouvert. Je voulais être à mon avantage pour le jour de Jessica. Ce n'était pas par vanité, c'était par respect, pour être pleinement présente pour les gens que l'on aime. J'ai mis de côté une partie de mes économies et je suis allée en ville un samedi pour trouver une robe. La boutique était lumineuse et aérée, remplie de l'odeur de tissus neufs et de parfums chers. J'ai erré parmi les portants, passant mes mains sur la soie et la mousseline, me sentant comme une étrangère dans un monde qui avait avancé sans moi. Finalement, je l'ai trouvée, une robe bleu tendre, avec de la dentelle délicate aux manches et une jupe légèrement évasée. Elle n'était ni tape à l'œil, ni à la mode. Elle était simplement belle, le genre de robe qui semblait être une extension de qui j'étais, plutôt qu'un costume pour le fantasme de quelqu'un d'autre. Je l'ai assortie de chaussures à talons bas, assez confortables pour être portées toute la journée, et d'un simple collier de perles qui avait appartenu à ma mère. De retour à la maison, j'ai soigneusement suspendu la robe dans mon placard, souriant à chaque fois que je la regardais. Elle représentait plus qu'un simple vêtement. C'était un symbole de mon espoir, de mon excitation, de ma croyance qu'il y avait encore une place pour moi dans l'histoire de la famille. Dans les semaines qui ont précédé le mariage, je me suis lancée dans les préparatifs.
J'ai proposé d'aider avec les arrangements floraux, suggérant des fleurs de saison qui dureraient tout l'après-midi et jusqu'au soir. Jessica m'a remercié poliment, mais m'a dit qu'ils avaient déjà engagé un fleuriste professionnel. Je me suis dit que ce n'était pas grave, qu'elle était juste occupée, que les choses étaient différentes maintenant. J'ai acheté une belle carte et j'ai passé une soirée à écrire une lettre à Jessica à l'intérieur. Une lettre pleine de souvenirs, de vœux et du genre de conseils que seul l'âge peut donner. J'ai emballé son cadeau de mariage avec des mains tremblantes, une courte pointe vintage que j'avais passé 2 ans à coudre, chaque carré étant un morceau de tissu différent, provenant de robes, de chemises et de couvertures de famille. Je voulais qu'elle ait quelque chose de tangible, quelque chose de cousu avec le fil invisible de notre histoire commune. Chaque coin de ma maison est devenu une zone de préparation pour le mariage. J'ai ciré mes belles chaussures, j'ai repassé ma robe, j'ai choisi une simple pochette à porter. J'ai même pris rendez-vous chez le coiffeur, chose que je faisais rarement ces jours-ci, assise patiemment dans le fauteuil, pendant que la coiffeuse façonnait mes cheveux, argentés en douces ondulations. Je voulais me sentir comme la meilleure version de moi-même, lorsque je serais parmi eux. J'ai imaginé la journée dans les moindres détails. Jessica descend dans l'allée, radieuse et rayonnante. Des photos de famille sous les lourdes branches des chênes. Des rires lors des toasts et du gâteau. Peut-être même un moment, juste un petit, où elle croiserait mon regard de l'autre côté de la pièce et sourirait comme elle le faisait quand elle était petite. Un sourire qui dirait « Je te vois, je sais que tu m'aimes ». Je voulais tellement croire en ce moment. Je voulais croire que malgré les emplois du temps chargés, les années passées à nous éloigner, les changements que la vie apporte inévitablement, le cœur de notre lien restait intact. Dans les moments de calme, je me suis permis de rêver à quel point Frank aurait été fier s'il avait été encore en vie pour voir sa petite fille se marier. Je l'imaginais debout, à côté de moi, sa main chaude et solide contre mon dos, sa voix chuchotant quelque chose d'irrévérencieux et de drôle pour me faire rire quand les émotions devenaient trop fortes. J'ai laissé ces rêves me porter à travers les picotements occasionnels du doute lorsque les SMS restaient sans réponse, lorsque les plans semblaient être faits sans me consulter, lorsque les décisions sur les plans de table et les listes de lecture passaient devant moi, comme des conversations tenues derrière des portes closes. Je me suis dit de ne pas le prendre personnellement. Les jeunes avaient tellement de choses en tête. Cela ne signifiait pas qu'ils m'aimaient moins. Pourtant, quelque part au fond de moi, une petite partie prudente de moi, celle qui avait trop souvent surmonté le chagrin et la déception, a commencé à chuchoter des avertissements que je n'étais pas prête à entendre. Je les fait taire. Je me suis concentrée sur les préparatifs. Je me suis accrochée à la vision d'une journée remplie d'amour et de gratitude. Une journée où je pourrais me tenir fièrement parmi ma famille, non pas comme une relique du passé, mais comme une partie vivante de leur avenir. Je pensais que si je donnais assez, si j'attendais assez patiemment, si j'aimais assez profondément, ce serait suffisant. Je ne savais pas encore à quel point j'avais tort, mais bientôt je le saurais. La semaine avant le mariage a commencé avec un froid dans l'air, qui n'avait rien à voir avec la météo. Au début, c'était de petites choses, le genre de choses faciles à ignorer si l'on veut vraiment croire que tout va bien. Et je voulais le croire, plus que tout. Le premier moment de malaise est survenu lorsque j'ai appelé Jessica pour confirmer l'heure à laquelle je devais arriver au lieu de la cérémonie. J'avais pensé que nous pourrions y aller ensemble.
peut-être partager quelques moments de calme avant l'agitation de la journée. Cela semblait naturel, quelque chose qui l'aurait fait se sentir soutenue, ancrée. Mais quand elle a répondu au téléphone, sa voix était tendue, pressée, comme celle des gens qui lisent leurs emails ou qui écoutent à moitié une conversation. Elle m'a dit qu'il serait probablement préférable que je vienne séparément. Les filles se prépareraient ensemble, a-t-elle dit, et il n'y avait pas vraiment de place pour des personnes supplémentaires dans la suite nuptiale. J'entendais d'autres voix en arrière-plan, jeunes, vives, riant. Jessica avait l'air distraite, presque agacée. Je me suis dit qu'elle était simplement dépassée, que les mariages étaient chaotiques par nature, qu'elle ne pensait pas à la façon dont ces mots pourraient être perçus. Pourtant, quand j'ai raccroché, un nœud a commencé à se former dans mon estomac. Quelques jours plus tard, je suis passée à la boutique de fleurs, où Jessica avait commandé ses arrangements de mariage. Je pensais que ce serait bien de les voir, peut-être même d'offrir une petite aide. Les fleurs avaient été le travail de ma vie, après tout, et je savais comment les manipuler avec une tendresse et un soin que peu d'autres pouvaient égaler. Je n'essayais pas de m'ingérer. Je voulais juste me sentir impliquée, connectée à la journée d'une manière qui ne soit pas juste un autre visage dans la foule. La fleuriste, une jeune femme à peine plus âgée que Jessica, m'a souri poliment lorsque je me suis présentée. Mais quand j'ai mentionné le nom de Jessica, elle a hésité, son sourire vacillant, un très bref instant, avant qu'elle ne le remette en place. Elle m'a dit que tout était sous contrôle, que Jessica avait été très précise sur ce qu'elle voulait. Il n'y avait pas besoin de changement, pas besoin que quelqu'un d'autre aide. La façon dont elle a dit « quelqu'un d'autre » m'a marquée. Ce n'était pas cruel, ce n'était même pas intentionnellement méchant, mais cela portait une certaine finalité, une fermeture subtile de la porte. J'ai quitté la boutique en me sentant plus petite qu'en y entrant, le nœud dans mon estomac se resserrant. J'ai essayé de mettre tout cela sur le compte des nerfs. Je n'arrêtais pas de me dire que les jeunes mariés avaient une vision, que c'était leur journée, que j'étais trop sensible. Il était facile de me raconter cette histoire pendant la journée, quand le soleil brillait et que ma boutique me tenait occupée à arranger des bouquets et à remplir des commandes pour la Saint-Valentin. Mais la nuit, quand la maison devenait silencieuse et que l'obscurité pressait contre les fenêtres, mes doutes se rapprochaient, chuchotant les choses que je ne voulais pas entendre. Puis est venu le plan de table. Suzanne, la mère de Jessica, m'a appelé tard un soir, sa voix soigneusement enjouée. Elle a sans seul expliqué qu'il y avait eu quelques changements, des ajustements de dernière minute pour accommoder une partie de la famille élargie du marié qui avait finalement décidé de venir. Je serais assise à une table vers le fond, près des portes menant à la terrasse. Ce n'était pas dit avec méchanceté. C'était dit avec de la logistique, avec l'efficacité désinvolte de quelqu'un qui réarrange les meubles pour mieux convenir à une fête. J'ai hoché la tête et j'ai accepté, la remerciant de me l'avoir fait savoir. Après tout, me suis-je dit, peu importait où je m'asseyais. Ce qui comptait, c'était d'être là, de faire partie de la journée, de voir Jessica descendre l'allée vers une nouvelle vie. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est fané. Autrefois, j'aurais été à la table familiale. Autrefois, j'aurais été assez proche pour croiser son regard et partager un sourire pendant les toasts. Maintenant, je serai une spectatrice en marge de sa célébration, poliment mise de côté comme une obligation nécessaire. Le pire est arrivé 2 jours avant le mariage, lors de la dernière visite du domaine viticole. J'y étais allée à l'invitation de Suzanne, pensant que je pourrais aider
avec de petits détails. Organiser les programmes, ajuster les centres de table, offrir une paire de mains supplémentaires là où c'était nécessaire. Mais en me promenant sur le terrain, j'ai remarqué avec quelle attention on m'excluait. Jessica se blottissait avec ses demoiselles d'honneur, sa voix basse et animée, tandis que Susan et l'organisatrice de mariage discutaient des horaires et des livraisons. Chaque fois que je m'approchais d'un groupe, la conversation changeait ou s'éteignait complètement. À un moment donné, j'ai entendu mon nom. J'ai tourné un coin et je me suis arrêtée, sans être vue, alors que Jessica parlait au photographe, un jeune homme barbu avec un lourd appareil photo en bandoulière. « Je ne veux aucune photo avec elle, a-t-elle dit, sa voix basse mais ferme. Je sais qu'elle a de bonnes intentions, mais elle ne correspond tout simplement pas à l'esthétique. Je veux que tout ait l'air moderne, épuré. Tu sais ? Jeune. » Le photographe a hésité, regardant autour de lui comme s'il ne savait pas comment répondre. Jessica a ri un peu, balayant le sujet d'un revers de main. Assurez-vous simplement qu'elle ne soit pas sur les photos principales. Les photos spontanées, c'est bon, mais rien de formel. J'ai reculé lentement, mon cœur battant dans ma poitrine, les bords du monde se brouillant légèrement, alors que je luttais contre l'envie de pleurer. À cet instant, c'est comme si chaque espoir prudent, chaque rêve de faire partie de sa journée, s'était brisé en 1000 morceaux scintillants à mes pieds. Je n'étais pas de la famille. J'étais un meuble, un élément de décor à arranger ou à effacer, comme il le jugeait bon. Le trajet de retour ce soir-là m'a semblé plus long qu'il ne l'était. J'ai conduit sur les routes de campagne sinueuses, en silence, la radio éteinte, le seul son étant le bourdonnement régulier des pneus sur l'asphalte et le craquement occasionnel de la vieille voiture lorsqu'elle passait sur des bosses. Quand je suis arrivé dans mon allée, le ciel était d'un bleu profond et infini, les étoiles commençant à s'éveiller. Je suis resté dans la voiture un long moment avant d'entrer, mes mains reposant mollement sur le volant. Quelque chose en moi avait changé. Les signes avaient été là tout le temps. J'avais juste refusé de les voir. Jusqu'à maintenant. Le matin après la visite, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude, bien avant que le soleil d'hiver ne grimpe sur les collines. La maison était enveloppée d'obscurité et de silence, mais mon esprit bouillonnait d'une énergie agitée. Je me suis assise à la table de la cuisine, avec une tasse de thé refroidissant dans mes mains, regardant par la fenêtre le flou gris de l'aube, sentant un vide grandir en moi que je ne pouvais plus ignorer. Les mots que j'avais entendus la veille résonnaient dans mes oreilles avec une cruelle clarté. Elle ne correspond pas à l'esthétique. J'avais rejoué cette phrase toute la nuit, la disséquant, essayant de l'adoucir, essayant de la rendre moins douloureuse. Mais peu importe comment je la retournais, le sens restait le même. Je n'étais pas désirée. On ne me voyait pas comme faisant partie du beau récit que Jessica essayait de créer pour son jour de mariage. J'étais une horreur à effacer, une relique d'un passé qu'elle n'avait aucune intention de mettre en valeur. J'ai pensé à tous les petits signes que j'avais ignorés jusqu'à ce moment. Les SMS sans réponse, les appels téléphoniques courts, les sourires polis mais distants. Tout était là, tissé à travers nos interactions, comme de fines fissures dans du verre, attendant la bonne pression pour tout faire voler en éclats. Je me suis dit que ça ne devrait pas avoir d'importance. C'était sa journée après tout, sa célébration, pas la mienne. Mais peu importe comment j'essayais de le rationaliser, la douleur était profonde, s'enfonçant dans des endroits que je pensais avoir depuis longtemps blindés contre de telles blessures.
J'ai passé cette matinée à me déplacer dans ma maison comme un fantôme, nettoyant des étagères qui n'en avaient pas besoin, repliant du linge déjà soigneusement empilé, réarrangeant les fleurs dans leurs vases, même si elles étaient parfaites, des mains occupées pour calmer un esprit agité. Mais la vérité me collait à la peau, peu importe à quel point je frottais, époussetais ou triais. À midi, Suzanne a appelé. Sa voix était légère, presque enjouée, alors qu'elle passait en revue les derniers détails. Instructions de stationnement. Le plan de table une dernière fois. Le déroulement de la cérémonie. J'ai écouté attentivement, répondant si nécessaire, tout en ressentant un sentiment de détachement croissant, comme si je flottais juste au-dessus de la conversation, me regardant hocher la tête et murmurer des accords. Elle n'a pas parlé des photos. Elle n'a rien dit sur mon rôle au-delà du strict minimum. Quand elle a raccroché, promettant de me voir demain au domaine, je suis restée à regarder le téléphone un long moment, la tonalité bourdonnant à mon oreille, comme un avertissement faible et persistant. J'ai alors réalisé que j'avais un choix à faire. Je pouvais aller jusqu'au bout. Je pouvais m'habiller avec soin, me rendre au lieu de la cérémonie, m'asseoir tranquillement à ma place, assignée près de la terrasse, et sourire pour des clichés spontanés si quelqu'un daignait pointer un objectif dans ma direction. Je pouvais jouer mon rôle avec grâce, prétendre que l'affront ne me brûlait pas, que l'exclusion ne me blessait pas, que l'effacement de ma présence n'était pas une décision calculée. Ou je pouvais faire autre chose, quelque chose qui ne serait pas bruyant ou vengeur, mais délibéré, quelque chose qui me rendrait une partie de la dignité qu'il pensait pouvoir m'enlever si facilement. Je me suis levée et j'ai traversé la pièce jusqu'au placard où ma robe était suspendue, soigneusement repassée, en attente. J'ai passé mes doigts sur la douce dentelle des manches, sentant une oppression dans ma poitrine. Ce n'était plus seulement une robe. C'était un symbole de tout ce dont j'avais espéré faire partie, de chaque souvenir auquel je m'étais accrochée, de chaque once d'amour que j'avais déversé sur cet enfant dès le moment où on l'avait placé dans mes bras. Et ce n'était pas assez. J'ai laissé la robe suspendue dans le placard et je suis retournée à la cuisine. Je me suis rassise, cette fois avec un stylo et un bloc-notes devant moi. J'ai commencé à faire une liste, petite et méticuleuse, décrivant ce qui devait être fait avant le jour du mariage. En haut de cette liste se trouvait le photographe. Je me suis souvenu clairement que j'avais contribué à de nombreuses dépenses du mariage. C'était quelque chose que j'avais offert il y a des mois, voulant aider à alléger le fardeau financier, voulant faire partie de la joie. Parmi ces contributions, il y avait eu un paiement important pour l'acompte du photographe. Cela me donnait un levier que je n'avais pas envisagé auparavant. Une option silencieuse et simple pour me retirer du récit, selon mes propres termes. Je n'ai pris aucune décision à la hâte. J'ai passé l'après-midi à y réfléchir, à peser les conséquences, à me préparer à l'inévitable contre-coup. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il ne s'agissait pas de blesser Jessica comme elle m'avait blessée. Il s'agissait de sortir d'une image où l'on m'avait fait me sentir invisible, de refuser de les laisser m'effacer discrètement tout en bénéficiant de mon soutien. Au coucher du soleil, la décision était prise. Le ciel est devenu d'un lavande sombre, la dernière lumière se posant sur les branches nues à l'extérieur. Je les regardais s'estomper, sentant une paix étrange et douloureuse s'installer en moi. Le genre de paix qui vient quand on cesse enfin de s'accrocher à la façon dont les choses étaient censées être, et qu'on les accepte pour ce qu'elles sont. Je me suis préparé un dîner simple, une soupe
et une tranche de pain beurré, et j'ai mangé en silence. La maison semblait expirer autour de moi, comme si elle aussi avait retenu son souffle, attendant que je voie la vérité. Quand la nuit est tombée, j'ai verrouillé les portes, éteint les lumières, et je me suis tenu un moment au pied des escaliers, regardant les pièces sombres, remplies de tant d'échos, d'une vie passée à aimer des gens qui ne se souvenaient plus comment m'aimer en retour. Je n'étais pas en colère. J'en avais simplement fini de faire semblant. Demain viendrait, avec ou sans leur approbation. Et je l'affronterais la tête haute, quelle que soit la tempête qui l'apporterait. Le matin du mariage s'est levé gris et brumeux, l'air lourd de l'odeur de la terre humide et d'une promesse froide. Je me suis réveillée avant mon réveil, bien que j'aie à peine dormi. La maison était silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement du chauffage qui se mettait en marche, essayant de chasser le froid qui s'était infiltré pendant la nuit. Je suis restée assise au bord de mon lit un long moment, sentant le poids de la journée s'installer sur mes épaules comme un manteau trop lourd. Je me suis déplacée lentement dans ma routine matinale, non pas par hésitation, mais parce que je voulais être délibérée à chaque pas. J'ai préparé une cafetière, je l'ai versée dans ma tasse ébréchée préférée, et je me suis tenue près de la fenêtre de la cuisine, regardant le monde extérieur se dissoudre dans un brouillard pâle et changeant. Dans une autre vie, j'aurais été en pleine effervescence, vérifiant mon reflet dans le miroir, nouant et dénouant le ruban du cadeau, répétant le discours que je pourrais prononcer si quelqu'un me demandait inévitablement de dire quelques mots. Mais ce monde n'existait plus. Au lieu de cela, j'ai savouré le calme. J'ai respiré profondément, laissant l'air froid de la fenêtre, légèrement ouverte, remplir mes poumons. J'avais besoin de sa vivacité, du rappel que j'étais toujours là, toujours capable de choisir mon propre chemin, même s'il divergeait de celui que tout le monde supposait que je suivrais. J'ai pris mon temps pour m'habiller, choisissant une tenue simple, un pantalon confortable et un pull doux, pas la robe bleue que j'avais si amoureusement préparée. Elle était suspendue dans le placard, intacte, témoin silencieux de tout l'espoir que j'y avais mis. Je n'avais pas le cœur de la porter. Pas pour ça. Une fois prête, j'ai sorti le dossier où j'avais soigneusement classé tous les reçus et contrats des contributions au mariage. J'ai trouvé le contrat du photographe sans difficulté. Mon écriture au crayon bien nette, dans les marges de l'époque où Suzanne et moi avions examiné les documents il y a des mois. Ma signature était là, claire comme le jour, juste à côté du montant de la compte que j'avais payé personnellement. J'ai composé le numéro du photographe avec des mains stables. Il a répondu, après quelques sonneries, sa voix chaude et professionnelle. Je me suis présentée et j'ai expliqué, aussi calmement et poliment, que si j'annulais un rendez-vous chez le dentiste, que je retirais ma part du paiement et, par conséquent, mon approbation du contrat. Je lui ai dit que je comprendrais s'il devait annuler complètement ses services. Il a hésité, clairement mal à l'aise, mais après quelques minutes de discussion, il a accepté. Sans ma contribution, l'événement ne remplissait plus les conditions énoncées dans l'accord. Le photographe ne viendrait pas. Je l'ai remercié, je lui ai souhaité bonne chance, et j'ai mis fin à l'appel. La finalité de cet acte s'est installée autour de moi, comme le déclic d'une porte qui se ferme. Il n'y a pas eu de feu d'artifice, pas de colère juste, pas de sentiment de satisfaction vengeresse, juste une certitude tranquille et constante que j'avais fait la seule chose qui restait à faire. Je savais qu'il y aurait des conséquences.
Je savais que lorsqu'ils réaliseraient ce qui s'était passé, il y aurait de la confusion, puis de l'indignation, peut-être même de la douleur. J'avais passé ma vie à essayer d'éviter ces réactions, à aplanir les conflits, à ravaler mes propres sentiments pour préserver la paix. Mais une paix bâtie sur l'effacement n'était pas une paix du tout. C'était une lente suffocation. Cette fois, j'avais choisi une autre voie. J'ai passé le reste de la matinée à m'occuper de petites choses dans la maison, épousseter les étagères, arroser les plantes, changer les draps du lit. Chaque tâche était un film retissant dans ma propre vie, un rappel qu'il y avait encore des choses sous mon contrôle, encore des coins du monde où je pouvais exister pleinement sans m'excuser. Je me suis préparé le déjeuner et je me suis assise à la table de la cuisine, mangeant lentement, savourant chaque bouchée. Dehors, le brouillard s'était légèrement levé, révélant les arbres nus qui bordaient la rue, leurs branches sombres et austères contre le ciel d'hiver. Le monde avait l'air brut, dépouillé de toute prétention, honnête d'une manière qui résonnait profondément en moi. J'ai pensé à Jessica, à la petite fille qu'elle avait été, avec des genoux écorchés et un rire sauvage qui pouvait remplir une pièce. J'ai pleuré la perte de ce lien. J'ai pleuré la distance qui s'était creusée entre nous jusqu'à devenir un gouffre que ni l'un ni l'autre n'avions le courage ou la volonté de franchir. Mais j'ai aussi compris quelque chose maintenant que je n'avais pas compris avant. L'amour n'était pas une chaîne. Ce n'était pas un devoir qui exigeait le silence face à l'humiliation. Le véritable amour, le vrai amour, nécessitait de l'espace, du respect, la volonté de voir et d'être vu sans condition. Et si ce genre d'amour n'existait plus entre nous, alors s'accrocher à son fantôme ne ferait que déprécier ce qui avait été autrefois réel. Au moment où l'heure de la cérémonie est arrivée, j'étais assise près de la cheminée, avec un livre ouvert sur mes genoux, la chaleur des flammes frôlant ma peau. Je ne ressentais pas de tristesse, pas de la manière que j'avais craint. Je ressentais du soulagement, le soulagement de m'être honorée, d'avoir refusé de me tenir tranquillement dans un coin et de prétendre que j'étais invisible juste pour rendre l'histoire de quelqu'un d'autre plus jolie. La maison s'est assombrie, alors que l'après-midi s'estompait en soirée. J'ai préparé du thé, et je me suis enveloppée dans un épais plaid tricoté, laissant la douceur m'entourer. Quelque part, non loin de l'endroit où j'étais assise, le mariage avait lieu. Des vœux étaient échangés, du champagne était versé, des rires fusaient à travers le domaine, et il n'y aurait aucune photographie officielle pour le commémorer. Aucun album soigneusement organisé pour encadrer une version de la journée qui m'avait exclue. Je leur avais donné la liberté qu'ils cherchaient, la liberté de créer leur image parfaite, et je m'étais offert le cadeau de m'éloigner, avant qu'ils ne puissent m'effacer complètement. Ce n'était pas un acte de guerre, c'était un acte de survie. Et dans le calme qui emplissait ma maison, dans le rythme régulier de ma propre respiration, j'ai réalisé que c'était le bon choix. La cérémonie de mariage a eu lieu sous un ciel d'hiver pâle, le genre de bleu sourd qui semble délicat et fin, comme s'il pouvait se fissurer sous le poids de trop d'attentes. Je suis restée à la maison, nichée dans la sécurité tranquille de mon salon, sirotant du thé et lisant un roman usé dont j'avais mémorisé la fin depuis longtemps. Dehors, le monde bougeait, comme il l'avait toujours fait, inconscient des tempêtes qui faisaient rage silencieusement dans de petites maisons comme la mienne. J'ai imaginé les invités arrivant au domaine, resserrant leurs manteaux contre le froid, discutant poliment en se dirigeant vers le lieu de la cérémonie. J'ai imaginé Jessica, debout,
avec ces demoiselles d'honneur, l'absence du photographe leur apparaissant lentement comme un nuage, passant devant le soleil. Un inconvénient mineur au début, un haussement d'épaules, peut-être même un rire. Ces choses arrivent. Mais alors que les minutes s'écoulaient et qu'aucun remplaçant n'arrivait, je savais que la réalité commencerait à s'imposer. Il n'y aurait pas de portraits officiels, pas de première rencontre capturée pour toujours, pas de sourires spontanés pendant les toasts, pas de fiers parents posant avec les jeunes mariés sous le vieux chêne. Il n'y aurait pas d'album de mariage pour prendre la poussière sur une table basse, pas de tirage brillant à encadrer et à accrocher au mur. L'histoire qu'ils avaient voulu raconter resterait inachevée, dispersée en fragments parmi les téléphones portables des invités et les conversations à moitié remémorées. C'était une décision prise sans annonce, without confrontation, without the satisfaction of seeing their immediate reactions. I had no interest in watching the fallout unfold. My point had never been to create a scene, to pull attention away from Jessica on her day. I wanted only to reclaim the dignity that had been quietly, systematically stripped from me in the months leading up to this moment. By the time Susan called, the sun was already dipping low, casting long shadows across the hardwood floor of my kitchen. I let the call ring 3 times before answering, keeping my voice steady and warm, as if nothing were amiss. She didn't even say hello at first. I could hear the strain in her breathing, the sharp edge to her voice, as she demanded to know if I had anything to do with the photographer cancelling. I listened patiently as she tried to mask her anger with wounded confusion, painting herself and Jessica as victims of an unfortunate misunderstanding. I didn't deny anything. I didn't offer explanations. I simply said that I had exercised my rights according to the contract I had signed, and that I wished them well. The silence that followed was thick, humming with all the things she wanted to scream, but knew better than to voice. I waited. When she finally spoke again, her voice was brittle with barely restrained fury, thanking me for making things even harder on a day that was supposed to be perfect. I told her gently that perfection built on exclusion and pretense was a fragile thing. She hung up without another word. I set the phone down carefully and sat for a long time, staring out the window as the first stars began to pierce the gathering darkness. I didn't feel triumphant. I didn't feel vindicated. I felt something far quieter, deeper, the heavy ache of finality, of understanding that the line I had drawn would not easily be erased. Across town, they were surely scrambling now, piecing together impromptu photos with cell phones, trying to capture a day that had been so meticulously planned, so carefully curated. But no amount of filters or editing would change the truth. The cracks in their perfect facade were permanent now, visible to anyone who cared enough to look closely. The irony wasn't lost on me. They had wanted a seamless memory, a collection of images unmarred by anything they deemed imperfect. Instead, they would remember a day marked by absence, the absence of a professional photographer, yes, but also the absence of something more profound, the absence of genuine, unconditional love that doesn't measure worth by appearances or convenience. I moved through the rest of the evening slowly, tending to my small routines. I watered the houseplants, folded a load of laundry, fed the cat who wove himself between my legs, purring insistently. Each simple act grounded me, tethered me to the life I had rebuilt piece by piece. Later, as I sat by the fire,
the flickering light casting soft shadows across the room. I thought about all the times I had swallowed hurt for the sake of peace, all the times I had smiled through insult and exclusion, because I believed it was what love demanded. No more. My move had been quiet. It had been decisive. And though it had cost me something, an invisible thread of connection, a sliver of belonging, I knew it had preserved something far more important. My self-respect, my voice, my place in the world, no longer dictated by the shallow standards of those who could not see my value, unless it was reflected in a perfect picture. I closed my eyes and let the warmth of the fire seep into my bones, feeling a peace deeper than any apology could have offered. They had made their choices, and I had made mine. Tomorrow would come, and with it, the first steps into a life no longer spent asking for space in stories I had outgrown. Les jours après le mariage se sont déroulés dans une quiétude étrange et lourde qui s'est installée sur ma vie comme une épaisse couverture. Ce n'était pas le silence paisible et satisfaisant qui suit l'achèvement de quelque chose de significatif. C'était un silence plus froid, plus dense, comme le vide qui vient après le passage d'une tempête et ne laisse derrière lui que des branches cassées et un sol boueux. Au début, il n'y a pas eu d'appel, pas de SMS, pas d'explication précipitée, ni d'excuses maladroites. Juste le silence, pur et ininterrompu. J'ai trouvé presque étonnant à quel point une famille qui exigeait autrefois mon attention et mon affection pouvait effacer ma présence quand elle devenait gênante. C'est comme si mon absence au mariage avait confirmé un récit qu'ils écrivaient en secret depuis des mois. Une histoire où je m'étais discrètement effacée à l'arrière-plan. Trop gênante pour être incluse, trop têtue pour être contrôlée. J'ai traversé mes journées délibérément, en m'en tenant au rythme qui m'avait toujours ancré. J'ouvrais ma boutique de fleurs chaque matin. Je saluais les habitués avec des sourires qui n'atteignaient pas tout à fait mes yeux. J'arrangeais des bouquets avec une tendresse que je n'offrais plus, aussi librement aux personnes en dehors de ces murs. Je balayais les sols, j'arrosais les plantes, je faisais l'inventaire, et je fermais le soir avec une douleur lasse dans les os, qui n'avait rien à voir avec le travail physique. De temps en temps, l'envie de les contacter vacillait en moi, comme une allumette craquée dans le noir. J'imaginais prendre le téléphone, composer le numéro de Suzanne, exiger des réponses, exiger une reconnaissance. J'imaginais écrire une lettre à Jessica, expliquant tout ce qu'elle m'avait fait ressentir, exposant la profondeur de la blessure qu'elle avait infligée sans jamais vraiment me regarder dans les yeux. Mais chaque fois, la flamme de cette impulsion mourait aussi vite qu'elle était née. Il n'y avait rien à dire qui n'ait déjà été dit par des actes. Les mots étaient inutiles face à une exclusion délibérée. Le silence lui-même était la réponse. Le dimanche, je suis allée à l'église comme d'habitude. Le sanctuaire semblait plus froid que d'habitude, la lumière d'hiver se projetant à travers les vitraux en rayons pâles et aqueux. Les gens venaient me voir, me demandant comment s'était passé le mariage, s'attendant à des histoires de rire, de joie, de célébration. J'ai souri poliment et leur ai dit que c'était charmant, détournant la conversation des détails. Il n'y avait aucune méchanceté dans leurs questions, seulement l'attente innocente qu'une telle étape soit une source de fierté, une joie communautaire partagée. Je n'ai pas eu le cœur de briser leurs illusions. Plus tard dans l'après-midi, en pliant le linge, je me suis surprise à regarder la robe bleue, bien repassée, toujours suspendue intacte dans mon placard. J'ai passé mes doigts sur le tissu,
sentant la douce maille sous ma peau, me souvenant de l'espoir qui m'avait rempli lorsque je l'avais achetée. J'ai alors su que je ne la porterais jamais, non pas parce qu'elle était souillée ou que j'avais honte, mais parce qu'elle appartenait à une version de moi qui avait finalement été mise au repos. Le silence s'est prolongé. Aucune carte de remerciement n'est arrivée par la poste. Aucune invitation de suivi pour un café ou un déjeuner. Aucun petit geste pour reconnaître que j'avais été autrefois importante, autrefois aimée, autrefois un pilier dans des vies qui avançaient maintenant sans moi. Au lieu de cela, la vie à l'extérieur de ma petite maison a continué dans la même précipitation irréfléchie qu'elle l'avait toujours fait. Les voitures passaient toujours dans la rue. Les enfants jouaient toujours sous les arbres d'hiver fragiles. Les voisins faisaient toujours des signes de la main en promenant leurs chiens dans la lumière déclinante de l'après-midi. Le monde ne s'est pas arrêté pour pleurer la fracture silencieuse d'une famille, ni n'a remarqué quand un cœur est devenu un peu plus lourd, un peu plus prudent avec ses affections. La nuit, quand la solitude pesait le plus lourd sur ma poitrine, je m'asseyais près du feu et je me rappelais que la solitude n'était pas la même chose que l'abandon. J'avais choisi de prendre du recul, de tracer une ligne, de refuser une place à une table où ma valeur était mesurée en apparence et en utilité plutôt qu'en l'amour désordonné et durable qui aurait dû définir une famille. Le silence n'était pas une punition, c'était un espace pour pleurer, pour guérir, pour reconstruire, un espace pour se souvenir que ma valeur n'avait jamais dépendu de la reconnaissance de quelqu'un d'autre. J'ai commencé à remplir mes journées de petits actes obstinés de respect de soi. J'ai fait du pain et je l'ai partagé avec ma voisine âgée. J'ai passé de longues après-midi à organiser de vieilles photographies dans des albums, récupérant mon histoire un cliché à la fois. J'ai lu de la poésie à voix haute au mur de mon salon, laissant les mots m'envelopper comme une armure. Chaque acte, bien que petit, ressemblait à une pierre posée avec soin à la fondation de quelque chose de nouveau. Pas une nouvelle vie, exactement, mais une nouvelle compréhension de celle que j'avais déjà construite. Une vie non définie par le fait que j'apparaisse ou non dans l'album de mariage de quelqu'un d'autre. Une vie non diminuée par l'absence des souvenirs organisés de quelqu'un d'autre. Une vie qui était entière, même si elle était silencieuse. Surtout parce qu'elle était silencieuse. Le silence ne me briserait pas. Il deviendrait mon sanctuaire. Les semaines qui ont suivi se sont déroulées lentement, chaque jour s'étirant en longues heures silencieuses, remplies de tâches ordinaires et de révélations inattendues. En l'absence de bruit, en l'absence de conversation forcée et de gentillesse creuse, j'ai commencé à voir les choses avec une clarté qui m'avait échappé pendant des années. Le silence avait dépouillé toutes les couches de faux semblants polis, et ce qui restait était la vérité brute et indéniable de ce que nous étions tous devenus. Cela a commencé par de petits moments, des choses que j'aurais pu autrefois négliger ou excuser. Un colis est arrivé pour moi un après-midi, laissé proprement sur le porche. Il venait de Susan et Jessica. Un geste tardif, une boîte remplie de restes de cadeaux de mariage. Une petite carte glissée sur le dessus, avec des mots préimprimés, me remerciant d'avoir fait partie de notre journée spéciale. Il n'y avait pas de mots personnels, pas de reconnaissance de mon absence, pas de mention des photographies qui n'avaient jamais été prises. La carte n'était pas signée. Je suis restée dans l'embrasure de la porte un long moment, l'air froid rampant autour de mes chevilles, fixant la boîte. Ce n'était pas un geste d'amour.
C'était une obligation, une dernière tentative de masquer les fissures sans s'attaquer à ce qui les avait causées. J'ai posé la boîte sur une étagère dans le garage sans l'ouvrir. Plus tard, cette semaine-là, j'ai eu des nouvelles d'une vieille amie de la famille qui avait assisté au mariage. Elle a parlé avec précaution, sa voix marchant sur des œufs autour du sujet, mais ses mots ont peint une image vivante. Elle m'a parlé de la confusion lorsque le photographe n'est pas arrivé, de la bousculade pour trouver quelqu'un parmi les invités, pour prendre des photos avec leur téléphone. Elle a mentionné comment l'atmosphère a changé après ça, comment la tension s'est tissée à travers le reste de la soirée, comme un fil tiré trop serré à travers un tissu usé. Personne n'a prononcé mon nom. Personne n'a demandé où j'étais. Je n'ai pas manqué. Je n'ai pas été pleurer. Je n'étais tout simplement pas. C'était un étrange genre de deuil, de réaliser que les personnes pour qui vous aviez déversé votre cœur étaient parfaitement capables d'avancer sans regarder en arrière. Ce n'était pas le deuil de la perte, car elles étaient toujours en vie, vivant à quelques kilomètres de là. C'était le deuil de l'insignifiance, l'érosion lente du sens, la vérité indéniable que votre place dans leur monde avait été réduite à quelque chose qu'ils pouvaient rejeter sans cérémonie. Je me suis surprise à revisiter de vieux souvenirs, avec de nouveaux yeux. J'ai pensé aux fêtes d'anniversaire, où j'avais passé des heures à faire des gâteaux et à décorer la maison, pour n'être remerciée que par une étreinte distraite. Je me suis souvenu des matins de Noël, où les cadeaux que j'avais choisis avec tant de soin étaient mis de côté pour des paquets plus clinquants. J'ai repensé aux appels téléphoniques qui se sont raccourcis et raréfiés, aux dîners de famille où mes histoires étaient accueillies par des sourires polis mais peu d'intérêt réel. Les signes avaient toujours été là. J'avais simplement choisi de ne pas les voir. Parce que les voir signifiait admettre que l'amour, du moins le genre que j'avais donné si librement, n'était pas toujours suffisant pour combler la distance créée par l'ambition, l'orgueil ou l'indifférence. Un soir, alors que le soleil plongeait derrière les collines et que le ciel devenait d'un violet doux et meurtri, je me suis assise près du feu et j'ai écrit une lettre. Non pas à Suzanne ou Jessica, mais à moi-même. Une lettre de reconnaissance, de deuil, de libération. J'ai écrit sur la femme que j'avais été, la femme qui avait donné et donné, croyant que l'amour signifiait le sacrifice sans attente. J'ai écrit sur la femme que je devenais, la femme qui comprenait que l'amour doit être mutuel, que le respect doit être mérité, que l'absence pouvait être une forme d'autopréservation. J'ai plié la lettre et je l'ai glissée dans un tiroir, non pas parce que j'avais besoin de la relire, mais parce que l'acte de l'écrire avait été suffisant. Les visages de ma famille, autrefois si familiers et chers, s'étaient transformés en quelque chose de nouveau. Ils n'étaient plus les héros intouchables de ma mémoire. Ils étaient imparfaits, compliqués, capables à la fois d'amour et de cruauté, de tendresse et de négligence. Ils étaient humains, et moi aussi. En reconnaissant leur vrai visage, j'ai été forcée de reconnaître le mien. Je n'étais pas seulement une victime de leur manque de considération. J'étais aussi complice de ma propre douleur, m'accrochant à des attentes dépassées, refusant de voir ce qui était juste devant moi, parce qu'il était plus facile de s'accrocher à l'espoir que d'affronter la réalité. Mais il y avait de la liberté dans cette prise de conscience. La liberté de cesser de chercher l'approbation. La liberté de cesser de me modeler en quelque chose de plus facile à aimer pour eux. La liberté d'exister sans excuse, sans explication. Alors que l'hiver s'approfondissait
et que les jours raccourcissaient, j'ai trouvé une paix étrange et silencieuse s'installer en moi. Je n'attendais plus que le téléphone sonne. Je ne vérifiais plus la boîte aux lettres, avec un battement d'espoir dans la poitrine. Je ne rejouais plus de vieilles conversations, cherchant des significations cachées ou des gentillesses négligées. J'ai accepté le silence. J'ai embrassé l'espace qu'il a laissé derrière lui. Et dans cet espace, j'ai commencé à reconstruire, non pas les relations qui s'étaient blanc fracturées au-delà de toute réparation, mais les fondations de mon propre cœur, plus fortes et plus honnêtes qu'elles ne l'avaient été depuis des années. Le printemps s'est insinué lentement, presque timidement, comme s'il n'était pas sûr d'être le bienvenu après l'hiver rude et persistant. J'ai regardé le monde à l'extérieur de mes fenêtres, commencer à s'adoucir, les arbres fragiles bourgeonnant d'un vert hésitant, la terre libérant son odeur humide et riche dans l'air. La vie, semblait-il, était déterminée à se renouveler, que quelqu'un le remarque ou non. À l'intérieur de ma petite maison, les changements étaient si plus délibérés, plus personnels. Ils n'étaient pas annoncés par des fleurs éclatantes ou des brises chaudes, mais par de petits actes obstinés de respect de soi qui s'accumulaient discrètement, une décision à la fois. Cela a commencé par une nouvelle habitude. Chaque matin, avant de toucher mon téléphone ou d'ouvrir la boutique, je m'asseyais près de la fenêtre avec une tasse de café et j'écrivais une seule phrase dans un carnet. Certains jours, c'était un souvenir qui me faisait sourire. D'autres jours, c'était la reconnaissance de quelque chose que j'avais survécu. D'autres jours encore, c'était simplement une promesse à moi-même de rester fidèle à celle que je devenais. Les phrases formaient une sorte de sillage derrière moi, la preuve que j'avançais même quand j'avais l'impression de faire du surplace. Je comprenais maintenant que guérir ne consistait pas à prétendre que la blessure n'avait jamais eu lieu. Il s'agissait de construire une vie qui honorait les leçons tirées de cette douleur sans lui permettre de me définir. Et au centre de cette nouvelle vie, il y avait quelque chose que je ne m'étais jamais pleinement accordé auparavant, une limite. Ma nouvelle limite n'était pas un mur. Ce n'était pas une forteresse construite pour exclure tout le monde. C'était une ligne simple et silencieuse, tracée d'une main ferme. Une ligne qui disait « Ici, c'est là que je finis et que tu commences. Voici ce que je permettrai. Voici ce que je ne porterai plus pour toi. » Suzanne et Jessica sont restées distantes, ne me contactant que sporadiquement avec des messages vides qui ressemblaient plus à des obligations qu'à de véritables tentatives de connexion. J'ai répondu poliment, mais brièvement, ne me tordant plus en quatre pour maintenir des conversations qui n'allaient nulle part. J'ai refusé les invitations qui semblaient performatives, qui semblaient être offertes plus par devoir que par désir. J'ai refusé de participer à la danse délicate, de prétendre que tout allait bien, alors que les fondations sous nos pieds s'étaient depuis longtemps effondrées. Pour la première fois, je ne me sentais plus coupable de dire non. Je ne me sentais plus responsable de réparer ce que je n'avais pas cassé. Il y avait une paix profonde dans cela. J'ai consacré mon énergie à des choses qui me nourrissaient. J'ai agrandi la boutique de fleurs en ajoutant un petit coin, lecture remplie de livres d'occasion et de fauteuils confortables. J'ai organisé des rassemblements le dimanche après-midi pour les quelques amis qui étaient restés fidèles à travers toutes les tempêtes. Nous partagions du thé, des rires et des histoires tranquilles, tissant un nouveau genre de famille à partir des fils du respect mutuel et de l'affection sincère. J'ai planté un potager dans le jardin, quelque chose que j'avais toujours voulu faire,
mais pour lequel je n'avais jamais trouvé le temps. Agenouillé dans la terre, les mains tachées de terre, j'ai pensé à la façon dont la croissance ressemble souvent au chaos avant de devenir beauté. Le jardin était désordonné au début, indiscipliné et imprévisible, mais avec le temps, il a prospéré. Tout comme moi. Il y a eu des jours difficiles, bien sûr. Des jours où la vieille tristesse revenait, chuchotant que j'avais peut-être abandonné trop tôt, que si j'avais été un peu plus patiente, un peu plus indulgente, les choses auraient pu tourner différemment. Ces jours-là, je m'asseyais avec la tristesse, je la reconnaissais, puis je me rappelais doucement que protéger mon cœur n'était pas un acte de trahison, c'était un acte d'amour. L'amour pour la femme qui avait passé trop d'années à croire qu'elle devait mériter sa place en se faisant toute petite. Alors que le printemps s'épanouissait pleinement autour de moi, j'ai réalisé que ma nouvelle limite ne consistait pas seulement à garder certaines personnes à distance. Il s'agissait d'inviter les bonnes personnes à se rapprocher. Il s'agissait de créer une vie où je pouvais exister sans excuse, où je pouvais avoir confiance que les gens dans mon monde me valorisaient non pas pour ce que je pouvais leur donner, mais simplement pour qui j'étais. Je n'avais plus besoin d'apparaître sur les photos de qui que ce soit pour prouver que je comptais. Je n'avais plus besoin d'être incluse dans l'histoire de quelqu'un d'autre pour valider la mienne. Mon histoire était suffisante. Ma voix était suffisante. Ma présence, même dans ces moments les plus silencieux, les plus invisibles, était suffisante. Un soir, alors que le soleil plongeait bas derrière les collines et que le jardin bourdonnait doucement de vie, je me suis tenue pieds nus dans l'herbe, sentant la terre solide et chaude sous mes pieds. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément, laissant l'air frais remplir mes poumons, laissant la paix du moment s'installer dans mes os. J'avais perdu quelque chose, oui, mais j'avais gagné quelque chose de plus grand. Je m'étais retrouvée moi-même. Et dans cette vérité simple et indéniable, j'ai trouvé une joie plus profonde et plus durable que toute approbation éphémère ne pourrait jamais offrir. C'était ma nouvelle limite. C'était mon nouveau commencement.